Nous remercions la réalisation pour ce direct, disons, dossier à l'écran ce soir, ce vendredi comme tous les vendredis. Et nous allons discuter pendant 1h30 des questions politiques, mais également des questions économiques. Pour en parler justement, nous sommes avec des acteurs sur ce plateau comme tous les vendredis. Et nous commençons par Madame Rokhaya Gueye Diop. Vous êtes venue à ce plateau au nom du FSDBJ. De l'ancien ministre Cheikh Bamba Dièye. Merci d'avoir effectué le déplacement pour parler politique, parler également société, mais surtout économie avec nous ce soir, madame. Permettez-moi d'abord de saluer les invités qui sont autour de cette table. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les téléspectateurs. Bonsoir également à vous, monsieur Faye. Et le FSDBJ que je représente vous remercie de cette invitation. Et ça me ferait plaisir de débattre avec vous et avec si je peux m'exprimer ainsi, avec mes collègues qui sont autour de cette table sur des questions cruciales qui concernent notre pays. J'imagine que ça va très bien se passer. Vous êtes la seule dame sur ce plateau. Honneur à vous ce soir. En face de vous, nous sommes avec le président de l'Alliance Djefdjel Yoroba, qui n'est pas en tout cas tout à fait étranger sur ce plateau. Nous vous remercions en tout cas pour avoir effectué le second déplacement pour parler politique, parce que nous avons reçu ici pendant la période du référendum. Monsieur Ba, merci également d'avoir effectué le déplacement ce soir pour échanger avec les Sénégalais, mais également avec nous. Merci, Cheikh Bamba. C'est moi qui devrais vous remercier, puisque c'est vrai, je ne suis pas étranger sur ce plateau. C'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que je participe à vos émissions. Je vous en remercie donc. Je salue mes compatriotes avec lesquels je partage le plateau ce soir. Je salue les téléspectateurs de RDV et j'espère que nous aurons un débat fructueux au bénéfice des Sénégalais. Yoroba, membre de la coalition au pouvoir, à côté de vous, un de vos camarades dans cette coalition. Il s'agit notamment de Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye qui est conseiller à la présidence de la République, qui vient à ce plateau au nom de l'APR. Il est membre de la convergence des cadres de l'APR, l'Alliance pour la République. Monsieur Ndiaye, merci d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup, monsieur Faye, de nous avoir fait l'honneur de participer à ce débat. Pour passer, j'allais dire, au crible fin, les actualités politiques et économiques subies aujourd'hui autour de ces débats. Saluer les Sénégalaises et Sénégalais qui nous écoutent, qui nous suivent, à travers l'autorité suprême de ce pays, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, et souhaiter, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr que nous avons célébré dans l'unisson, que celui dont le seul agenda compte puisse permettre aux Sénégalais, dans le futur proche comme lointain, de célébrer les fêtes musulmanes dans l'union des cœurs et des esprits. Merci beaucoup. L'unité pour tous les musulmans, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Alors, nous terminons ce tour de table avec votre homonyme, Cheikh Seck, docteur Cheikh Seck, sauf que vous n'êtes pas du même parti, de la même formation politique, puisqu'il fait partie du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Monsieur Seck, nous vous remercions d'avoir également effectué le déplacement, puisque vous sortez d'un comité directeur qui n'est même pas terminé. Tout de même, vous avez tenu à vous présenter. Nous vous en tout cas remercions véritablement. Merci, Cheikh Bamba. Merci de l'invitation. Avant de commencer, je voudrais d'abord saluer tous mes compatriotes, tous les Sénégalais, de dire bal lañ ñu bal lañ leen yàlla ñu yàlla bokk boole bal, et que la paix se répande dans ce pays, la stabilité, que tout le monde, qui est en fait le patrimoine le plus riche du Sénégal, que cette paix et cette stabilité-là puissent demeurer. Je salue mes co-débatteurs, mes compatriotes avec qui nous allons véritablement discuter de l'actualité nationale, de l'actualité économique et peut-être même de l'actualité internationale. Et j'espère que nous aurons un débat fructueux qui permettra aux Sénégalais de connaître les positions des uns et des autres. Merci.
Merci, docteur Chersek du Parti démocratique sénégalais, un de nos 4 invités ce soir sur ce plateau. Et nous avons choisi, en tout cas, de traiter 4 thématiques, 3 à 4 thématiques avec nos invités ce soir. Nous allons parler des performances économiques du Sénégal, ces performances au lendemain du Conseil des ministres. Au cours duquel ce Conseil des ministres, le chef de l'État s'est félicité des performances économiques du Sénégal, comparé relativement à beaucoup de pays de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Et la suite, vous le savez, ça a été la conférence de presse organisée ce matin dans le cadre, c'est que le ministre de l'économie et des finances également et du plan appelle le point économique au cours de cette rencontre. En tout cas, beaucoup de sujets ont été évoqués concernant en tout cas les performances du Sénégal en termes économiques. Nous aurons tout de suite la réaction du ministre quand même dans ce débat sous forme de support audiovisuel et qui pourra susciter d'autres réactions sur ce plateau. Nous allons également parler du débat sur l'indépendance de la justice. C'est vrai, c'est un débat qui a été longtemps agité, mais la nouveauté dans cette affaire, ça a été la dernière sortie de l'Union des magistrats du Sénégal qui pense que il est temps que le chef de l'État cesse de présider le Conseil supérieur de la magistrature. C'est cela. Il y a eu également, par rapport à cette sortie, une réaction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, que nous aurons également à suivre dans les développements. Nous n'allons pas passer sous silence également le Conseil des ministres décentralisé parce que c'est un concept qui a été lancé il y a de cela 2 ans, si je ne m'abuse, ou un peu plus. Je crois que l'étape finale, c'est au niveau de la région de Dakar, où il y aura un conseil qui doit être tenu à Rufisque et un autre en banlieue, au niveau de Pikine notamment. Nous allons discuter sur l'opportunité de ce concept, qu'est-ce qu'il a rapporté au Sénégal et bref, beaucoup de questions ce soir que nous allons aborder pendant 1h30 avec nos invités. Et nous n'allons pas passer sous silence quand même l'actualité au plan politique, mais également au niveau des élections. Il s'agit notamment de la gestion du fichier électoral. Cette gestion du fichier électoral qui fait débat toujours, en dépit des concertations entre l'opposition et le parti au pouvoir. Et justement, pour en parler, nous commençons par Dr Chersek. Cette gestion du fichier, nous savons que l'opposition, l'entente des forces de l'opposition, a fait une sortie il y a de cela quelques 3 jours pour dire qu'il est temps au Sénégal que le fichier soit, la gestion du fichier soit en tout cas remis cette gestion à la CENI, à la CENI, donc à la Sénat, c'est ça, à la Sénat. Et vous également, nous avons eu écho des conclusions de votre comité directeur et vous avez estimé qu'il y ait une personnalité indépendante. Et quels sont véritablement les griefs objectifs que vous avez contre, en tout cas, la gestion de ce fichier véritablement, Dr Chersek? J'ai parlé tantôt de paix et de stabilité au Sénégal. Et je crois que si nous avons la paix et la stabilité dans ce pays, c'est parce que le processus électoral doit être fiable. Je voudrais rappeler les élections de 2000. Donc, un long combat, hein, peut-être que je n'ai pas le temps de revenir sur ça, qui a abouti au code consensuel de 1993. Et le président Abdou Diouf qui disait « je ne vais même pas changer une virgule, trouver un consensus et nous allons adopter ça à l'Assemblée nationale ». Sur la base de ce code consensuel, nous sommes allés aux élections présidentielles de 2000. Et avec un ministre de l'Intérieur, général de l'armée, donc une personnalité neutre, qui n'appartenait à aucun parti politique. Ce qui s'est passé, des élections libres et transparentes, et le président Abdoulaye Wade a gagné ces élections. 2007, 2012, quand l'opposition a contesté Maître Ousmane Ngom comme étant membre du Parti démocratique sénégalais pour organiser les élections en tant que ministre de l'Intérieur, le président Abdoulaye Wade a nommé M. Cheikh Gueye, qui était alors directeur des élections, comme ministre chargé des élections. Il a organisé des élections libres, transparentes et démocratiques en 2012, ce qui a abouti à la deuxième alternance au Sénégal. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, il s'appelle Abdoulaye Daouda Diallo. Il est maire APR au niveau du Fouta, grand militant de l'APR, membre de toutes les structures dirigeantes de l'APR. Un problème de confiance se pose à ce niveau. On ne peut pas être joueur et arbitre. Et nous disons que, premièrement, il faut revoir le fichier électoral à cause de l'expérience que nous avons avec le référendum.
où il y a eu des bureaux fictifs. Aujourd'hui même, nous apprenons qu'à Touba, où l'électorat est véritablement important et où il y a des abris provisoires, le gouvernement décide brusquement de dire que personne ne votera plus au niveau de ces abris provisoires. Vous liez ça au résultat que l'opposition a eu à Touba durant ce référendum, ça pose problème. Nous avons détecté des fabricages, des inscriptions frauduleuses au niveau de la banlieue et dans certaines mairies au niveau du Fouta. Tous ces éléments font que l'opposition regroupée autour de Gortia Wahdia et du Front pour la défense de la République, ils ont dit clairement que nous n'avons plus confiance en ce système électoral. Donc nous voulons que, qu'il y ait une personnalité indépendante, comme ça a été le cas en 2000 et en 2012, qui se charge de l'élection des élections, et qu'il y ait une structure indépendante aussi qui se charge de l'organisation de ces élections. Et bien sûr que Abdoulaye Daouda Diallo, militant de l'APR, partisan, maire APR, mais ne puisse plus être l'organisateur de ces élections. Donc c'est ça la revendication. Et comme je disais, partout dans le monde, partout où il y a des problèmes, en Afrique comme ailleurs dans le monde, c'est parce qu'il y a eu problème dans le processus électoral. Et heureusement que nous avons eu des personnalités très sages, Abdou Diouf qui l'a compris, Abdoulaye Wade qui l'a compris, et nous pensons que le président Macky Sall aussi le comprendra, pour ne pas dire que c'est parce que nous avons un ministre de l'Intérieur partisan que nous reculons. C'est ça le recul. Nous avons toujours donné confiance en l'opposition en nommant des personnalités indépendantes, donc en qui tout le monde a confiance. Aujourd'hui, nous n'avons pas confiance au ministre de l'Intérieur à cause de son appartenance politique. Mais mettez quelqu'un d'indépendant pour que les élections, tout le monde ait confiance en ce système électoral pour qu'il n'y ait plus de contestation. Et notez, peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur ce sujet. C'est sûr, non, on va revenir sur le fichier électoral, la refonte, les nouvelles cartes d'identité qui vont servir de carte d'électeur en même temps. Tout à fait, tout à fait. Mais maintenant, par rapport au FSDBJ, Mme Rokhaya Gueye Diop, sur la même question, notamment de la gestion du fichier électoral, la nomination d'une personnalité indépendante, ça vous agrée comme proposition véritablement? D'abord, je voudrais aller dans le même sens que M. Seck. Et c'est presque le sentiment de la majorité des Sénégalais. D'abord, oui. Est-ce que vous pensez que c'est ce que tous les Sénégalais pensent? Oui, qu'il soit de l'opposition ou bien du parti au pouvoir. Parce qu'on a envie d'avoir des élections qui sont des élections régulières et des élections crédibles. Et pour avoir ce genre d'élections, il y a des préalables. D'abord, c'est une nécessité et une urgence de faire l'audit et la refonte du fichier électoral. C'est une demande qui a été exprimée par les Sénégalais, mais également qui a été exprimée par l'ensemble des partis, dont le FSDBJ. Donc, c'est une demande générale. Maintenant, la question qui interpelle tous les Sénégalais, c'est doit-on confier la gestion de ces fichiers électoraux au ministère de l'Intérieur? Dans le principe, et ce qui est normal, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit gérer le fichier électoral. Mais avec lui, on est tellement habitué à des surprises désagréables. La dernière en date, c'est en pleine élection référendaire, quand le ministre est sorti à la télé pour dire que la machine qui fabrique les cartes d'identité est tombée en panne. Et ce qui a privé des centaines de Sénégalais de ne pas pouvoir voter. Donc, nous ne comprenons pas. Pourquoi continuer à confier la gestion de ces fichiers à ce ministre? D'autant plus qu'on ne peut pas être juge et partie. Et il y a une rupture de confiance entre les Sénégalais et le ministère de l'Intérieur. Donc nous, la seule solution, en fait, trouvée, c'est quoi? Pourquoi ne pas confier la gestion de ces fichiers électoraux à la Sénat? D'autant plus que la Sénat, c'est une commission autonome, c'est une commission qui saura faire son travail correctement. Et je voudrais souligner que toutes les élections qui ont été organisées au Sénégal et qui ont été jugées crédibles ont été soit organisées par la Sénat, soit organisées par une personnalité indépendante. Donc, à mon avis, et c'est l'avis du FSDBJ, et je vais encore le répéter, c'est l'avis presque de tous les Sénégalais, mieux vaut confier les élections et la gestion du fichier électoral à une commission qui est une commission libre.
Alors, je crois qu'une volonté s'est dégagée et qui semble en croire Madame Diop, qui est une volonté populaire de tous les Sénégalais, confier la gestion du fichier à la Sénat et nommer pour la gestion, pour l'organisation de ces élections-là, une personnalité indépendante qui ne serait pas partisane, cette personnalité. Cheikh Ndiaye, quelle perception avez-vous de ces propositions et surtout de ces critiques émises à l'endroit du ministre de l'Intérieur, mais également la façon de gérer ces fichiers électoraux? Je vous remercie. Je crois que l'expérience récente du Sénégal a démontré que ce pays est une très grande démocratie où on a commencé à voter depuis très longtemps et que fondamentalement, sur la base de cette expérience-là, le Sénégal n'a pas un problème d'élection. Le Sénégal n'a pas un problème, j'allais dire, de renouvellement de la démocratie de manière générale. L'expérience d'un ministre de l'Intérieur issu de la société civile ou simplement une personnalité neutre a fait ses effets, a engendré naturellement une alternance. L'expérience également d'un ministre de l'Intérieur partisan a montré effectivement que le Sénégal a réussi une seconde alternance. C'était quand? C'était en 2012, n'est-ce pas? Alors donc, le problème... 2012, celui qui a organisé les élections n'était pas partisan. Non, ce que vous dites là, ce n'est pas ce qui a été... Je ne vous ai pas coupé quand vous Non, c'est pour remettre les faits. Alors, c'est un débat, il y a une motion qui est Maître possible. Ousmane Ngom était ministre de l'Intérieur. Mais il n'a pas organisé les élections de 2012. Alors, donc, qui sait ce qu'un ministre de Cheikh Gueye qui a organisé les élections de 2012 dans ce pays, c'est effectivement qu'il est l'artisan, n'est-ce pas, des élections et du processus électoral. Ça, c'est une certitude. Alors, le problème ne se situe pas à ce niveau. Parce que rappelons-nous des faits récents. En 2014, le régime actuel a, comment dirais-je, organisé sous la supervision naturellement du ministre de l'Intérieur les élections locales et municipales. Cela n'a pas empêché à l'Alliance pour la République, mais de perdre la capitale. N'est-ce pas? Dans des coins du Sénégal, ce parti et cette coalition de partis, n'est-ce pas, ont perdu dans des endroits importants. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce pays quand même n'a pas un problème lié. C'est d'ailleurs un recul démocratique. Pourquoi? Parce que nous avons un fichier électoral transparent, nous avons un système d'organisation des élections. Le fichier est transparent? Mais absolument. Mais pourquoi aujourd'hui Parce que on justement, appelle... Oui. Quand tu analyses la manière dont les élections se passent dans ce pays, des inscriptions jusqu'à la proclamation. Aujourd'hui, il y a une concertation autour du fichier. Si le fichier est transparent... Permettez-moi de continuer. Autour d'abord du bureau de vote, où il y a la représentation de tous les partis politiques. Les résultats qui sont proclamés sur la base d'un contrôle au sein du bureau de vote. Ensuite, on monte avec les PV qui sont disponibles. Ça, c'est le scrutin proprement dit. Oui, je veux dire. Mais le fichier, l'outil qui permet l'organisation de ce scrutin, véritablement, il y a des doutes qui sont émis là-dessus. Oui, non, les doutes ont toujours existé et ce n'est pas une nouveauté. Si le président de la République a accepté le 28 mai dernier l'audit du fichier, c'est qu'il n'a pas un problème particulier lié à ce fichier. Et aujourd'hui, il y a des concertations sur ce fichier entre coalition au pouvoir et opposition pour trouver de manière consensuelle, n'est-ce pas, un audit à travers un audit physique pour avoir un fichier qui soit fiable. Et donc, si la classe politique de manière générale et la société civile s'accordent sur la manière d'auditer le fichier, naturellement, nous irons vers un climat de confiance. Mais ce que je voudrais retenir et faire retenir, c'est que le problème ne se situe pas au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que des preuves contraires ont prouvé effectivement que s'il y avait emprise du ministre de l'Intérieur sur le processus électoral et sur les résultats, nous aurions toujours gagné. Mais l'expérience a montré que ça n'a pas été le cas. D'accord. Alors, Monsieur le Président, président de l'Alliance Djef Diel, Yoroba, sur la même question, notamment le choix d'une personnalité indépendante pour garantir la transparence, surtout donner un cachet de démocratie
à ce processus électoral, soit pour les législatives à venir en 2017 comme pour les présidentielles. Vous dites quoi véritablement? Ou bien vous suffisez simplement de l'organisation aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur est en train de faire de ces élections, de ce processus? Merci, Cheikh Bamba. En fait, la question de départ, c'était de confier ou non le fichier à un organisme indépendant. Oui. Je vais vous décevoir certainement, puisque, j'allais dire, malheureusement ou heureusement, je fais partie des 45 Sénégalais choisis dans les différents partis politiques, en compagnie de structures telles que la Sénat, telles que la société civile, etc., qui avons en charge de réfléchir sur le code électoral et d'élaborer un code électoral consensuel. Précisément, je fais partie donc du comité de revue du code électoral. Or, ce comité a adopté un code de conduite. Et l'article 8 de ce code de conduite dit précisément que les participants sont astreints à l'obligation de réserve. Ils s'engagent à ne pas communiquer sur les délibérations avant la fin des travaux. Vous comprendrez donc qu'il me soit difficile de parler de cette question et d'apporter des réponses. J'en profite d'ailleurs, puisque nous l'avons fait, pour appeler nos amis de l'opposition, puisque nous sommes tombés d'accord pour discuter de ces questions qui sont extrêmement importantes, qui engagent l'avenir du pays, et que tous les partis sont représentés, je pense que le plus sage, c'est quand même d'attendre que ce travail soit terminé pour que les communications se fassent, pour que les populations soient informées. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard en ce moment? Je pense qu'il faut alerter, parce que nous l'avons vu avec... Oui. Vous savez pourquoi? Nos amis de l'opposition sont représentés. La majorité est représentée. La société civile est représentée. Il est évident que sur les questions non encore élucidées, si chacun doit s'exprimer dans la presse, ça va avoir des répercussions sur nos travaux. Or, fondamentalement, nous sommes rassemblés pour travailler au bénéfice des Sénégalais. En ne parlant pas, puisque vous l'avez ébauché, on ne parle pas disons, des résultats, mais quelle est l'ambiance déjà au sein de cette commission ou bien de ce comité dans lequel vous êtes ensemble en train de travailler? Vous allez être surpris, mais il y a une très belle ambiance. Apparemment, ça ne va pas, il y a des points d'achoppement. Non, forcément, lorsque nous discutons sur certaines questions, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais je peux vous garantir que nous sommes en train d'avancer et d'avancer très sérieusement. Et les populations vont très bientôt se rendre compte que c'est un travail sérieux qui est fait à ce niveau. En fait, j'aurais pu communiquer, parce que j'ai beaucoup d'éléments sur lesquels j'aurais pu communiquer. Mais nous sommes des hommes politiques et nous devons donner l'exemple. Je pense qu'à partir du moment où nous avons signé un code de conduite, nous sommes astreints à respecter ce code de conduite-là. Et j'aimerais inviter nos amis de l'opposition. Et vous avez vu qu'aucun membre de la société civile ne communique sur ces questions, aucun membre de la Sénat, aucun membre faisant partie du comité ne communique sur ces questions-là, parce que nous savons que si chacun doit communiquer, ça peut entraver nos travaux. Pour cette raison, donc, je vous prie de m'excuser, de ne pas émettre d'opinion sur cette question. L'entente, quand même, est représentée au niveau de cette même commission, l'entente des forces de l'opposition. Oui. Mais quand l'entente propose à ce que cette gestion soit confiée à la Sénat, vous dites quoi? C'est ce que je dis. Ce sont des questions qui sont abordées à l'interne. Et comme à l'interne, on a adopter un code de conduite, j'aimerais demander à nos amis de l'entente, justement, de nous laisser travailler et le temps de la communication arrivera. Mais comme nous travaillons dans une belle ambiance et que les travaux avancent de manière considérable, je pense que pour l'intérêt des populations, encore une fois, il vaut mieux attendre la fin des travaux pour communiquer. D'accord, mais nous restons tout de même avec la gestion de ce fichier pour une dernière question, pour un dernier tour de table concernant la chose électorale, proprement dite, l'organisation des élections. Nous avons suivi un peu les responsables de l'entente au cours d'une conférence de presse dire que si véritablement ils s'étonnent
par rapport à la gestion du fichier électoral. Il ne voudrait pas que quand même demain, qu'il y ait des manquements et que les Sénégalais soient peut-être obligés en réalité de repousser les élections. Il pense que peut-être il peut y avoir un report des législatives. Est-ce que vous avez le même sentiment au niveau de Gortia Wahdia précisément, pour ne pas dire au sein du Parti démocratique sénégalais, Dr Cheikh Ndiaye? Vous craignez, cher Seck, voilà. Vous craignez véritablement qu'il y ait report? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent aujourd'hui l'attester d'un report des législatives? Nous sommes un parti aguerri et une coalition bien constituée autour de Gortia Wahdia comme autour du Front. Il y a des revendications qui ont été posées sur la table et lors de la cérémonie de lancement du dialogue national, vous avez suivi notre secrétaire général adjoint, Oumar Sarr, qui a posé les débats qui intéressent les Sénégalais, qui intéressent l'opposition et qui intéressent le Parti démocratique sénégalais. Quand le frère secrétaire général adjoint Oumar Sarr a parlé de la refonte du fichier électoral et de la nomination d'une personnalité indépendante pour prendre en charge l'organisation des élections, c'est le président de la République lui-même qui a répondu en disant que ce serait un recul démocratique que de ne pas confier l'organisation des élections au ministre de l'Intérieur. C'est le président de la République qui a dit ça. Au niveau de la coalition Gortia Wahdia comme au niveau du Parti démocratique sénégalais, c'est une revendication que de demander à ce qu'une personnalité indépendante organise les élections pour une question de crédibilité, pour une question de confiance et pour une question de stabilité. Et maintenant, sur les craintes nourries par une frange de l'opposition, quant à... Nous avons demandé, nous n'avons pas de crainte, nous avons dit, et nous avons demandé à ce que le calendrier républicain soit respecté. Cela veut dire que les élections législatives se déroulent à date échue et que les élections présidentielles aussi se déroulent à date échue. Et nous pensons qu'un gouvernement responsable devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que les élections se déroulent à date échue. Donc là, il n'y a pas de crainte, c'est le calendrier républicain que nous demandons, qui doit être respecté. Et véritablement, nous allons nous battre pour que le calendrier républicain soit respecté dans tout état de cause. Aujourd'hui, au comité directeur, nous l'avons réaffirmé. Le Parti démocratique sénégalais s'organise pour véritablement aller à l'assaut des départements pour gagner les élections législatives en 2017 et préparer les élections présidentielles et mettre le président Karim Wade à la tête de ce pays en 2019. C'est ça le programme et nous sommes en train de dérouler ça. Madame Gueye, pour que cela se déroule normalement et calmement, maintenant, il nous faut véritablement qu'il y ait une personnalité en qui nous avons confiance et ce ne sera pas, bien sûr, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo en qui nous n'avons aucune confiance en tant qu'opposition. Madame Gueye, pour le respect du calendrier électoral, vous êtes convaincu que ce calendrier sera respecté à la lettre ou bien vous avez quelques inquiétudes par rapport à l'organisation proprement dite de ces élections, d'abord les législatives en 2017? Permettez-moi d'abord de m'adresser à M. Dia, puisqu'il en fait, c'est une occasion de lui faire passer un message, vu qu'il fait partie de la commission qui est là pour réfléchir sur le fichier électoral. J'espère qu'à la fin de vos travaux, vous allez nous rendre un travail pertinent et qui sera respecté par qui sera accepté par tous les Sénégalais. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Nous voulons également vous faire passer un message, parce que nous n'avons pas l'occasion d'être dans cette... Même si on a un représentant, on n'a pas... En fait, le reste des Sénégalais ne siègent pas dans cette commission. Nous ne voulons pas que nos élections soient organisées par un ministre de l'Intérieur partisan. Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections crédibles. Nous voulons des élections qui ne seront pas truffées d'irrégularités. La dernière en date, les dernières élections qui ont été organisées, ce sont les élections référendaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'Intérieur, Daouda Diallo, s'est mis à publier les résultats avant que la commission qui était chargée de ces élections ne le fasse. Donc, ce n'est pas une question de grief ou de quoi que ce soit. On veut de la régularité, on veut de la justice, on veut des choses, on veut l'équité. Ensuite, en ce qui concerne le calendrier électoral, à mon avis, il n'y a plus de calendrier électoral au Sénégal. Ah oui? Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Excusez-moi.
Sous le régime du PDS, des élections ont été, la date des élections, la date de certaines élections a été reportée. Sous le régime de Macky Sall, je ne sais pas, avec lui, rien ne me surprend. S'il se lève un bon jour et dire que... Mais jusque-là, il a respecté l'organisation, le calendrier républicain. Jusqu'à maintenant, oui, jusqu'à maintenant, d'accord. Mais avec lui, rien ne me surprend, vu son comportement en ce qui concerne le fait qu'il avait dit qu'il allait faire un mandat de 5 ans et il s'est débrouillé pour repousser son mandat jusqu'en 2019. S'il se lève un bon jour et dire que les élections législatives vont se passer en 2019, moi je ne ferai pas partie des Sénégalais qui seront surpris quand même. D'accord. Donc on nourrit des inquiétudes. Mais de toute façon, que les élections législatives soient organisées en 2017 ou en 2019, les partis de l'opposition sont prêts et iront aux élections et j'espère que ces partis vont remporter ces élections législatives et les élections présidentielles. Alors, ce débat, Cheikh Ndiaye, autour des craintes par rapport au respect du calendrier électoral, vous avez des assurances véritablement par rapport à vos vis-à-vis qui le souhaitent vivement et certains même émettent des doutes, hein, il faut le dire comme ça. Absolument, ouais. Et je crois que c'est bien que Madame ait reconnu jusqu'au moment où nous parlons. Le gouvernement de son Excellence, le Président de la République, a toujours respecté le calendrier républicain. Je le rappelle, le 28 mai dernier, en lançant la cérémonie des concertations nationales, il avait d'ailleurs attiré l'attention des acteurs politiques et de la société civile de la nécessité d'aller vite dans les concertations, dans la revue du code électoral et du fichier, afin que nous ne soyons pas rattrapés par un non-respect du calendrier républicain. Donc, lui, son problème, ce n'est pas de penser à l'élection prochaine. Il est dans des dispositions de tout faire pour respecter le calendrier républicain et maintenant de laisser au peuple seul souverain de décider de qui sera là demain, de qui va gagner ou perdre des élections. Donc, si je vous comprends, s'il y a blocage, ça ne peut pas être du côté du chef de l'État, de son camp, mais peut-être de l'opposition. Mais absolument, c'est une volonté ferme. Ouais. Et nous avons, après avoir justement lancé les concertations nationales, donné, n'est-ce pas, notre vision de la chose pour aller vite dans le cadre du respect, n'est-ce pas, du calendrier républicain. Je voudrais d'ailleurs dire que si le président de la République a dit effectivement que enlever ou soustraire le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections au Sénégal serait un recul, mais c'est une vérité tangible. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un ministère de l'Intérieur partisan qui permet au pouvoir de demeurer au pouvoir. Excusez-moi de la répétition. Quand les Sénégalais en 2000 ont décidé de changer le régime du président Diouf, mais contre vents et marées, contre un fichier que l'opposition de l'époque avait qualifié de non fiable, l'alternance s'est réalisée. Quand en 2012, les gens ont reposé la même question du fichier électoral, l'alternance s'est réalisée. Quand justement en 2014, nous de l'Alliance pour la République pensions pouvoir gérer et gagner le département de Dakar, grande a été notre surprise. Donc il y a une volonté des Sénégalais affirmée et réelle à chaque fois que de besoin, n'est-ce pas, doter ou de confirmer, n'est-ce pas, le parti au pouvoir. Donc nous n'avons pas de problème. Et quand le chef de l'État d'ailleurs a lancé ces dialogues-là, c'est que nous puissions discuter pour voir, dans le cadre justement de ce fichier, faut-il le confier à la Commission nationale électorale autonome, qui est chargée, d'après le code électoral, du contrôle et de la supervision des élections. Donc, même dans le cadre du fichier, cette Sénat sera partie prenante avec des acteurs de la société civile, avec des experts du fichier, pour que justement ce stock mort, fait de décès qui ne sont pas enlevés du fichier, fait de déplacés qui ont quitté ce pays, fait de gags de personnes qui ont perdu les droits civiques et politiques. Parce que rappelons-le, dans le corpus électoral, c'est presque 5 400 000 inscrits, mais il y a quasiment 2 500 000 qui votent. Et donc, il faut aller vers justement un toilettage, donc un audit physique de ce fichier-là, et cela aura un impact naturellement sur les taux de participation, mais justement, la crainte de l'opposition sera prise en compte. Et je crois que quand on aura ce fichier-là, dont ils sont d'ailleurs actifs,
acteurs, le Sénégal pourra dépasser cette suspicion où les partis de l'opposition, comme quoi que nous sommes dans une perspective de fraude, tout cela ne correspond pas à la réalité. Le président de la République n'est pas dans des logiques électoralistes, il est dans une logique de développement de ce pays. D'accord. Yoroba, sur le respect du calendrier électoral. Je voudrais d'abord, puisque Mme Gueye m'a interpellé, la rassurer. Vous savez, si on remonte le processus, c'est suite à l'appel au dialogue du président de la République, où son secrétaire général était représenté. Il y était, d'ailleurs, à titre personnel, je salue en passant mon ami et frère Cheikh Bamba Dièye, qui a parlé longtemps, qui a exprimé tous ses sentiments par rapport au dialogue. Notre ami Omar Sarr aussi, présent, a parlé longuement, a exprimé ses avis. Suite à cela, le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de convoquer Ngor Diarama. Et c'est à cette occasion, justement, que l'administration qui avait proposé 8 points de discussion a demandé aux participants s'ils avaient d'autres points sur lesquels ils voulaient discuter. Et toutes les parties prenantes ont fait des propositions. C'est vous dire donc de ce point de vue que la transparence est totale. Elle me demande de passer un message. J'allais lui dire de passer le message à son représentant, mais tout de même, je veux la rassurer parce que ce comité est composé de personnalités respectables. Vous avez la Sénat, vous avez le CNRA, vous avez l'ONP, l'Office national de la parité, vous avez la société civile, vous avez tous les partis. Et je rappelle que, bien que majoritaire, nous avons exactement le même nombre de représentants que l'opposition. Le ministre a même fait une concession importante, puisque nous avions demandé une proportion, c'est-à-dire avoir plus de représentants pour la majorité, puisque nous sommes majoritaires. Non seulement à l'époque, il avait refusé, mais lorsque l'opposition ne s'est pas entendue, le ministre a fait la concession de faire augmenter le nombre de représentants pour que toute l'opposition, NFOP et Gauche-Tchawardia, puisse être représentée. Je pense qu'il n'y a pas plus possible. Il n'est pas possible de faire plus que ça. Donc, de ce point de vue, vraiment, nous voulons rassurer tout le monde. Malheureusement, encore une fois, toutes les questions qui ont été soulevées ici, nous avons des réponses. Mais l'obligation de réserve m'empêche de communiquer sur ces questions. Vous aurez d'y aller. Hein, non. Vous savez, les hommes politiques sont souvent traités de personnalités qui ne respectent pas leur signature. Je pense pas partir, hein, vu que je suis politicienne. Mais même quand vous êtes interpellé, parce que vous n'avez... Madame Gueye, on vous fait l'honneur, vous êtes une dame, on vous respecte et tout, mais vous coupez les gens et ça pose un petit problème. Ce que je suis en train d'expliquer, cher Bamba, c'est que souvent on nous reproche de signer et de ne pas respecter notre signature. Pour une fois que nous essayons, parce que mais quand nous vous avons êtes interpellé publiquement même quand nous sommes débat, je crois que ça les gens cher Bamba, je vous assure que vous savez que vous donnez quelques pistes. Tous les jours, nous sommes interpellés. Tous les membres de la commission, parce que vous savez, vous êtes des journalistes, tout le monde a bien envie de savoir ce qui s'y passe. C'est ça. Mais donc, tous les membres de la commission sont interpellés tous les jours. Et vous rassurez les Sénégalais par rapport à vos travaux qui vont aboutir vraiment Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ces travaux aboutiront et le Sénégalais va être trouvé. Inch'Allah, et donc les élections pourront se tenir à date échue. En 2017, pour les législatives. Encore une fois. De façon, c'est clair, je crois que nous avons... Si vous permettez seulement, sur les faits, revenez juste sur les faits. Mais rapidement, il faut qu'on aborde d'autres thèmes aussi et que le temps nous prend pratiquement. Juste noter que les deux alternances démocratiques et pacifiques que nous avons eues au Sénégal ont été le résultat de large consensus entre pouvoir et opposition. Et ces élections ont toujours été organisées par des personnalités indépendantes, non partisanes. D'accord. C'est clair au moins. Attendons la fin. Ces questions sont discutées. Non, je parle des faits. Je parle du passé. Ce qui s'est passé. Et moi, je vous parle de l'avenir. Je vous dis que ces questions-là sont traitées dans la commission. Nous sommes vigilants. Vous avez vos représentants. Et nous avons nos représentants. Et nous serons vigilants. Sous la houlette de Maître Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur.
Ça, ce sont les faits. Mais ceux qui connaissent... Le ministre délégué, comment dirais-je, le ministre chargé des élections... Quel a été son rôle alors? C'est-à-dire, quand l'opposition, à l'époque, avait fait cette revendication, Wade a cherché un ministre chargé des élections, mais naturellement, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire comme Wade aussi? Qu'est-ce qui vous empêcherait? Puisque ça a été une expérience réussie. Mais non, quand l'expérience réussie, justement, aurait permis d'enlever le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, et de mettre une personnalité neutre comme il le revendique aujourd'hui, c'était cela. Le véritable changement. Donc, les faits sont têtus, mais au Sénégal, on n'a pas un problème. Le ministre de l'Intérieur, on n'a pas un problème, probablement même de fichiers. À chaque fois qu'une élection approche, il y a une revue naturelle. Vous n'avez pas de problème, mais les Sénégalais ont un problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un ministre d'un gouvernement qui est partisan lors des élections, qui va descendre, battre campagne, organiser nos élections. S'il y a des impacts, il y a des impacts. Comme il vient de le dire, toutes les élections qui ont été transparentes au Sénégal et qu'on a jugées crédibles ont été organisées soit par une commission, soit par une personnalité neutre, donc indépendante. Pourquoi ne pas répéter ces bonnes actions? Pourquoi vouloir nous imposer? Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas d'impact. Le ministre de l'Intérieur, si ça a un impact, lors des élections référendaires, il se met à publier des résultats. Or, ce n'était pas du tout son rôle. Pourquoi il n'a pas attendu que la commission le fasse avant de prendre les devants? Ça, ce n'est pas un élément déterminant du processus. D'accord, c'est clair, il faut qu'on avance. Madame Diop, là, on a véritablement un problème de confiance avec nos ministres de l'Intérieur qui organisent nos élections. Il y a la Commission nationale électorale. Les Sénégalais qui vous regardent et qui vous écoutent. Confiez nos élections à la Sénat et à une personnalité, mais pas à ce ministre. Oui, docteur. Non, je voudrais encore insister sur le fait que nous sommes tous les Sénégalais. Oui. Ce que nous voulons, c'est que ce qui s'est passé au lendemain des élections de 2000, le lundi matin, tout le monde est allé travailler. Voilà. En 2012, le lundi, tout le monde est allé faire la fête. Travailler. En 2014 également et en 2016. Et en 2012, Maître Abdoulaye Wade, alors président de la République du Sénégal, a accédé à la revendication de l'opposition de nommer une personnalité indépendante chargée de l'organisation, exclusivement chargée de l'organisation des élections. Le ministère de l'Intérieur a d'autres préoccupations régaliennes d'ailleurs, mais l'organisation des élections, je voudrais juste, si vous permettez, donner l'exemple du ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, vous prenez le centre des œuvres universitaires de Dakar. C'est une entité du ministère de l'Éducation nationale. Un directeur est nommé là-bas avec tous les pouvoirs. Le ministre de l'Éducation nationale n'a aucun impact sur le fonctionnement du COUD. D'accord. Aucune décision à prendre. Donc je dis que c'est pas comparable. On peut trouver des schémas qui permettent à ce qu'une personne indépendante ait en charge toute l'organisation des élections sans qu'il n'y ait de... Discutons de la manière dont finalement, nous allons avancer. Nous allons avancer. Voilà, l'audit physique des fichiers, l'organisation des élections, tout ça est devant nous. Nous allons y arriver, Inch'Allah. Mais l'autre actualité également que nous avons retenue et choisi de parler durant cette semaine est les judiciaires, notamment ça a été en tout cas longtemps agité ce débat autour de l'indépendance de la justice et d'aucuns pensent que le fait que le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature peut être un handicap par rapport à cette indépendance de la justice. Les politiques en ont parlé, des politiques comme vous, pendant le référendum, après également le vote du projet de réforme de la Constitution du Sénégal. Mais ce qui est nouveau un peu dans cette affaire, c'est que l'Union des magistrats du Sénégal, nous l'avons dit à l'entame de nos développements, a fait une sortie pour dire qu'il est temps également que le chef de l'État ne préside plus ce Conseil supérieur de la magistrature. Première réaction au Cheikh Gueye, docteur Cheikh Seck, avant d'y arriver, nous allons recueillir un peu, nous allons un peu recueillir la réaction du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Maître Sidi Kaba, sur la question. Il a été interpellé ce matin par les journalistes en marge d'une rencontre. Nous allons d'abord suivre sa réaction avant de lancer le débat sur ce plateau.
vous avez ici en face de vous un bâtiment. L'entrepreneur a fait faillite. Et ce que je puis vous dire, vous avez vu, la LFR a déjà prévu, c'est la loi de finances rectificative. Le ministre de l'économie et des finances a dégagé les montants qui permettent de terminer ce bâtiment. Ce sera un mauvais souvenir derrière nous. Je pense que le travail est en train d'être fait. En ce qui concerne donc les conditions, ces conditions d'amélioration du travail, c'est une action continue. Dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, nous aurons plusieurs tribunaux qui vont exister, notamment au niveau de Guédiawaye, mais aussi à l'intérieur du pays. Et nous aurons des maisons de justice, nous aurons donc aussi une formation continue des magistrats. Tout cela participe de cela, participe de l'amélioration et donc de la modernisation de la justice. De notre côté, le Sénégal a une constitution. Cette constitution donc donne les prérogatives au président de la République de présider les conseils supérieurs de magistrature. C'est le président du conseil supérieur de la magistrature, c'est la constitution sénégalaise qui le dit. En ce qui concerne tous les manquements que l'on peut constater dans le fonctionnement de la justice, c'est le conseil de discipline, et ce conseil de discipline est présidé par des magistrats qui sanctionnent leurs pairs lorsqu'ils n'accomplissent pas leur travail. Le président de la République, il n'y est pas invité, le ministre de la Justice non plus, ce qui signifie que là aussi, toute l'attitude est donnée aux magistrats. Ça, c'est la loi. L'évolution de la justice est une évolution sur laquelle je me concentre. C'est un travail, je le fais avec méthode, parce que la méthode, c'est d'abord, c'est l'ouverture. C'est la discussion, c'est le dialogue qu'il y a entre les magistrats avec tous les acteurs de la compagnie judiciaire, les greffiers, le SYTJUST, mais également aussi avec les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, tous ceux qui participent à l'acte de justice. Alors, il faut tout simplement retenir que le chemin sur la justice est un chemin long. Il faut le faire. Nous sommes décidés, nous sommes là-dessus, nous le travaillons. Et bon, je me dis que le Sénégal offre un bel exemple en ce qui concerne son système judiciaire. Et ce système judiciaire, ce sont des hommes et des femmes qui le composent. Et les piliers fondamentaux, c'est la magistrature, il y a les avocats et tous ceux qui concourent à cette justice-là. Et aujourd'hui, notre présence ici montre que encore la formation est un cadre important de la modernisation de cette justice. Et nous sommes ouverts avec les magistrats avec qui nous pouvons continuer à faire le travail et nous sommes concentrés là-dessus. La Constitution, elle est celle qui s'applique à tous les Sénégalais et aujourd'hui, c'est le président de la République, Macky Sall, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Merci. Du côté de la réalisation, je précise simplement que le ministre de la Justice intervenait en marge d'une session de formation, la clôture d'une session de formation au niveau du centre de formation judiciaire, là où sont formés les magistrats, l'Union des magistrats du Sénégal, qui a en tout cas souligné ce point par rapport à la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Docteur Chersek, sur cette question, on pense que peut-être le fait que le chef de l'État continue de présider cette instance peut être favoriser l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Vous, comment est-ce que vous analysez d'abord cette sortie des magistrats et la réponse servie tout de suite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice? D'abord, dire que au niveau de la justice, je pense que les magistrats sont les acteurs principaux de cette justice et tous les corps, que ce soit les magistrats, les avocats ou bien les auxiliaires de justice, tout le monde est d'accord et ça a été une vieille revendication que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit plus présidé par l'exécutif. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps que les acteurs de la justice réclament cela. Les assises dites nationales, ces fameuses assises qu'on a qualifiées de nationales, ont accouché de la Commission nationale de réforme des institutions. Et cette commission, parmi les recommandations de cette CNRI, il y a effectivement l'indépendance de la justice et le fait que... Vous avez rejeté à l'époque ces assises. J'ai dit assises dites nationales. Oui. Donc je ne les reconnais pas comme des assises jusqu'à présent, mais la partie consacrée à l'indépendance de la justice, vous voulez la reconnaître? J'ai dit que ça a été une revendication. Non, je lis ça à Macky Sall, qui a signé, le président de la République Macky Sall, qui a signé les recommandations des assises nationales.
Et parmi ces recommandations, il y a cette revendication, cette vieille revendication de la justice, des acteurs de la justice qui demandent à ce que le Conseil supérieur... Et le fait qu'elle ne soit pas appliquée aujourd'hui par ce même signataire qui est Macky Sall. Et c'est là où se trouve le problème. Donc, en faisant le référendum, la réforme constitutionnelle, je crois que ça devait être... Cette réforme constitutionnelle devrait être basée sur les conclusions de la CNRI. Mais nous avons vu que ça a été véritablement une sélection de recommandations. Nous prenons ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas, on le met de côté. Et parmi ce qui n'arrange pas l'exécutif, mais cette revendication... Et cette justice, son indépendance, elle est indépendante, elle n'est pas, vous... Je crois à la justice sénégalaise, en dehors bien sûr des juridictions d'exception. Je crois en la justice sénégalaise. Et je crois que nous avons des magistrats, des avocats... Quand vous dites juridiction d'exception, vous pensez à qui? Je parle de la CREI, oui. À part les juridictions d'exception, parce que pour moi, pour les démocrates de ce pays, pour tout le monde, le Sénégal est tellement avancé que nous n'avons, sur le plan de la démocratie, que nous n'avons plus besoin de juridictions d'exception. Nous avons des juridictions régulières qui peuvent juger n'importe quel délit ou infraction dans ce pays, donc nous n'avons pas besoin de juridictions d'exception. Nous avons des magistrats très bien formés, qui ont la garantie de faire le travail d'une manière indépendante. Mais non, le fait que le président de la République, cela veut dire exécutif, préside le Conseil supérieur de la magistrature, effectivement pose problème par rapport à l'indépendance même de la justice. Parce que pour avoir une promotion, c'est là où ça se passe. C'est le président de la République qui décide. Et vous savez, vous connaissez que le président de la République est un homme politique aussi et que les imbrications politico-judiciaires ont toujours été là et que véritablement ça pose problème. Et nous pensons qu'effectivement, pour une véritable indépendance de la justice, il faudrait que l'exécutif s'en lave la main et que les magistrats puissent présider le Conseil supérieur de la magistrature. Madame Diop. Tout le monde, en fait, c'est un secret de polichinelle comme quoi la justice est dépendante au Sénégal. Et pourtant, nous avons dans ce pays des magistrats de qualité, des juges de qualité qui mériteraient de faire leur travail avec une certaine liberté, avec une certaine autonomie. Et qu'est-ce qui favorise alors cette dépendance? D'abord, il y a, comme il vient de le souligner, il y a la Constitution qui souligne que le président de la République doit présider le Conseil supérieur de la magistrature. Or, ce point de la Constitution devrait être changé. Et même par principe, il a été signataire des assises. Et l'un des points, soulevés par les assises, c'était la liberté de la justice. Et comme il a été signataire, il devait respecter ce qu'il a signé. Ensuite, pour montrer que nous avons une justice qui est dépendante, le président de la République a eu à faire une déclaration lors des redditions des comptes. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a des dossiers de personnes qui devaient être entendues par la justice. Et c'est moi qui ai mis la main dessus pour que ces personnes ne soient pas poursuivies. Et cette dépendance de la justice a fait qu'on a du mal à... comment dirais-je? Madame, après le procès de Karim, je crois qu'il a été clair que la traque va se poursuivre. La traque va se poursuivre. Oui, des biens supposés mal acquis, la gestion des d'après dossiers. ce qu'il dit, lui. D'après ce qu'il dit. En plus, c'est une justice qui a été tellement dépendante qu'elle a eu à échouer sur certains dossiers. La reddition des comptes et la traque des biens mal acquis de la justice. Qui n'est pas encore terminée. Hein? D'après ce qu'il dit, Macky Sall, d'après lui, ce qu'il dit. Donc c'est trop tôt de siffler l'échec, non? Oh, tant que Macky Sall va présider le Conseil supérieur de la magistrature, je crois qu'on va siffler l'échec plus tôt que prévu. En tout cas, c'est une justice qui mérite d'être indépendante. Ces juges méritent de faire leur travail dans une certaine autonomie. Et qu'on leur laisse faire ce travail, quoi. Ils le méritent. Ils ont la qualité, ils ont les compétences, qu'on les laisse faire leur travail. Alors, Cheikh Ndiaye, une justice à la botte de l'exécutif, c'est votre sentiment véritablement au Sénégal? Tantôt, c'est ce qu'on apprend par voie de presse, quand un procès ou l'issue d'un procès ne correspond pas à l'attente. Et sur les faits, voie de presse, la presse ne fait que relater peut-être des faits, oui. Une justice à la botte de l'exécutif, c'est ce que l'on a l'habitude d'entendre si le verdict rendu ne correspond pas au désir, n'est-ce pas, d'une frange qui a eu maille à partir avec la justice. Tantôt, quand la justice est rendue dans le sens du vouloir, on applaudit pour dire que notre justice est indépendante.
que notre justice rend la justice au nom du peuple sénégalais. Alors donc finalement, il se pose un problème qui est le plus souvent soulevé par les acteurs politiques. Cette justice, je crois qu'elle est générale, qu'elle est globale et qu'elle est rendue dans les tribunaux de première instance, n'est-ce pas, de deuxième instance, dans les chambres criminelles, chaque jour au nom du peuple sénégalais. Et donc, avec des magistrats qui sont bien formés, avec des magistrats qui sont indépendants. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, du point de vue constitutionnel, le Sénégal dispose de 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Mais quand l'exécutif a un œil sur le pouvoir judiciaire, pour le fait que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, vous savez, la marche d'un pays est une marche généralement lente du point de vue des réformes. Ce système ne date pas de maintenant. Nous l'avons hérité de la Constitution de 63. Entre-temps, du point de vue judiciaire, du point de vue politique et législatif, le Sénégal a fait beaucoup de bons, beaucoup de pas en avant, j'allais dire. Et donc, ce n'est pas d'un coup de baguette magique, parce que souhaité par les assises ou souhaité par une opposition, et même les professionnels, qu'on se lance comme ça dans une réforme sans en mesurer les véritables impacts. Je crois qu'aujourd'hui, que le chef de l'État dirige le Haut Conseil de la magistrature ne me semble pas être ce qui est déterminant dans le bon fonctionnement de la justice. La justice a besoin de réformes en profondeur. Et parmi les réformes en profondeur, les 15 points soumis au référendum en ont pris des aspects, l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel, l'augmentation du nombre justement de membres du Conseil constitutionnel, la mise en place de la réforme de la justice qui a consacré les chambres criminelles pour que justement les questions de détention préventive, arbitraire, n'est-ce pas, le temps de jugement, que toutes ces questions puissent être évacuées de façon à ce que fondamentalement la justice se rende, j'allais dire, heure par heure et que les gens ne puissent pas attendre de longues années en détention comme ça sans jugement. C'est des questions fondamentales parce qu'ils relèvent des droits humains. C'est beaucoup plus important que le président de la République ait à présider le Conseil supérieur de la magistrature ou non, de mon point de vue, parce que moi, quand j'ai un coupable en prison, je voudrais qu'il soit jugé la semaine d'après ou le mois d'après et non pas attendre 6 ans ou 10 ans. Moi, fondamentalement, et c'est cela la réflexion globale que nous devons apporter, et c'est sur ce sillage-là que notre gouvernement se bat pour apporter les réformes en profondeur. Un jour, parce que la marche d'une nation est une marche inexorable, n'est-ce pas, on arrivera justement à ce que probablement cette disposition constitutionnelle soit changée. Mais à l'heure présente, changeons et réformons la justice de façon à que la justice soit rendue de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus efficiente et que les Sénégalais, les usagers aient accès à la justice en un temps record. C'est des questions éminemment fondamentales auxquelles nous devons répondre. Sauf que si on décide de réformer la justice, on ne doit pas choisir les points que l'on doit réformer. Si on doit réformer dans sa globalité. Dans une démocratie qui se respecte, notre option, un président de la République n'a pas le droit d'intervenir dans les décisions de justice. Nous avons dit que la Constitution de 2001 n'était pas mauvaise. C'est la règle basique de la démocratie, séparation des pouvoirs. Je suis d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a à faire dans le travail des magistrats? Qu'est-ce qu'il a à faire dans le travail de la justice? Par principe, et je répète encore une fois, il a été signataire des assises. Donc, il reconnaît les conclusions qui ont été rendues par les assises. Par principe et par respect pour les Sénégalais, qu'il fasse une réforme globale de la justice et que l'on dit à partir de maintenant, le président de la République n'a plus le droit de présider le Conseil supérieur. Mais un magistrat qui connaît le droit, qui sait appliquer le droit, qui sait lire le droit, c'est lui qui va présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République il intervient tout le temps. Oui, sauf que cette vision n'arrache pas tous les Sénégalais. Ce n'est pas parce que le président a une vision que cette vision va... Absolument. Je vous rejoins sur un côté. Même. On fait une réforme. Que l'on fasse une réforme générale, mais on ne choisit pas les tels points. On fait des réformes et autres. On va mettre ça de côté. Oui, vous savez pourquoi cette option? Parce que, madame, en réformant, on ne peut pas réformer tout azimut.
Ah bon? Oui, absolument. Il y a des priorités dans la manière dont l'articulation du développement économique et social doit se faire. Et nous avons dit que la Constitution de 2001... Laissez-moi continuer. Que la Constitution de 2001 n'était pas mauvaise. Sinon, on allait changer de constitution en changeant de république. L'option du président a été de dire que cette constitution renferme des points forts, mais également des points faibles. Voyons ce qui peut consolider cette constitution et adoptons-la. Cette constitution ne m'arrange pas, donc je vais la réformer. C'était ça sa vie. Vous savez, il faut se faire une idée exact sur la dimension du président de la République. On s'est fait déjà une idée. Non, l'idée que vous vous faites du président de la République est on observe ses faits, on observe ses gestes, on le observe président ses actes. D'accord. Excusez-moi, le président n'est pas dans ces débats de bas étage. Depuis 2012, date à son accession au pouvoir. Mais il mène les Sénégalais au caniveau quand même. De Senghor à Abdoulaye Wade, pas de débat au bas étage, mais il mène au caniveau. Tous les secteurs de ce pays ont subi des réformes qui lancent le Sénégal dans une perspective de développement. D'accord, nous allons toucher les aspects de développement, mais terminons avec Yoruba. La pêche n'a pas fait exception, la politique n'a pas fait exception, l'économie n'a pas fait exception à travers le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, donc, c'est l'homme des réformes. C'est l'homme qu'il n'a pas de programme de développement. Voilà sa vision. Nous allons voir le seul président de la République qui n'a pas eu de programme de développement. Yoruba, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, le Sénégal vient de se doter d'un plan qui transcende. Que nous allons examiner tout de suite ce plan. Oui, il est dans les débats tout de suite parce que nous allons parler des conseils ministériels décentralisés et qui sont, si vous voulez, en tout cas, un outil de développement véritable. Oui, nous allons d'entrer dans l'organisation économique du Sénégal et surtout qu'il ne faut pas oublier que le chef de l'État a salué les performances les performances du Sénégal en termes de croissance. Oui, sur la question de l'indépendance de la justice qui semble remise en cause véritablement par beaucoup d'éléments, mais je crois que le fait que le chef de l'État continue de présider le Conseil supérieur de la magistrature, ce sont les magistrats eux-mêmes qui le disent, pensent que cela doit cesser véritablement. C'est leur souhait au moins, et beaucoup d'acteurs politiques, même sur ce plateau. Là, je dois d'abord dire tout le respect que j'ai pour la magistrature de ce pays-là, la justice d'une manière générale, et rendre hommage justement aux acteurs de la justice sénégalaise. Mais en même temps, je dois rappeler que les institutions, quelles qu'elles soient, ne valent que par les hommes qui les composent. C'est très important. Vous savez, les personnes qui composent les institutions, leur personnalité, eh bien, ces faits-là sont déterminants dans la marche, le bon fonctionnement ou le mauvais fonctionnement d'une institution, quelle qu'elle soit. Cela rappelé, je veux emprunter à un acteur important de la justice son analyse. Parce que justement, lorsque l'Union des magistrats s'est exprimée sur la question, j'ai écouté les réactions et j'ai entendu Maître Mame Adama Gueye dire quelque chose d'important. Il a dit la justice n'appartient pas aux magistrats. Il a dit que le Conseil supérieur de la justice, de la magistrature, doit être réformé, c'est vrai, mais que beaucoup d'acteurs y ont leur place. Les magistrats, c'est vrai, les représentants du peuple, la société civile, les avocats, etc. À cela, je vais ajouter un autre facteur important, Cheikh Bamba, c'est, poursuivant l'analyse de Mame Adama, et là c'est moi-même qui poursuis l'analyse, il nous faut en même temps, quand même, éviter ce qu'on appelle, entre guillemets, la République des juges. Vous avez dans un pays, il y a la légitimité acquise par le suffrage universel qui confère à celui qui en a bénéficié des pouvoirs que les autres n'ont pas. Personnellement, j'attire l'attention sur ce fait, mais je dois avouer également que je suis membre à part entière des Assises nationales. Et que Cheikh a bien raison de dire que les Assises ont recommandé que le président du Conseil supérieur de la magistrature ne soit pas le président de la République. Mais, et dans le même temps, les Assises ont également recommandé que sa composition soit revue, suivant l'analyse de Mame Adama Gueye, qui dit que cette composition doit être revue.
Je veux juste terminer sur cette question en disant une chose. Le président de la République, au mois d'avril, avait appelé à des assises de la justice sénégalaise. Ces assises se tiendront. Vous savez, sur toutes les questions importantes, si vraiment on veut être objectif, le président de la République appelle les acteurs principaux qui discutent, aboutissent à des résultats et ces résultats sont appliqués. Donc, puisque nous sommes dans ce processus, puisque nous sommes en plein dans le dialogue, vous avez remarqué qu'en dehors du dialogue qui se passe au niveau du comité de revue du code électoral, le ministre des Finances a appelé à un dialogue il y a dans la semaine. Tous les acteurs privés y étaient. Et à leur sortie, lorsqu'on a entendu le président du CNP s'exprimer, il y avait une certaine satisfaction. Je pense qu'il ne faut pas être impatient, comme l'a dit Cher, mais nous ne sommes pas quand même dans une révolution totale. Il nous faut être raisonnable. Alors, nous appelons aux assises de la justice. Lorsque ces assises se tiendront, des résultats qui sortiront de ces assises-là, évidemment, permettront d'améliorer. Pendant ces assises-là, le principe-là, le fait que le chef de l'État puisse quitter, peut être accepté au Sénégal. Mais attendez, c'est un dialogue. On ne peut pas, a priori, dire que ce dialogue va aboutir sur tel résultat ou sur tel autre résultat. C'est déjà très bien que les gens appellent au dialogue. Lorsque nous nous asserrons, lorsque nous aurons entamé les dialogues, les résultats seront le fruit d'une réflexion collective au bénéfice des Sénégalais. Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Oui, docteur Cheikh De Seck. saluer, à l'image du Parti démocratique sénégalais, de saluer ce dialogue national qui devrait aboutir à un consensus sur les problèmes qui concernent le peuple sénégalais. Mais il faut noter que nous sommes des hommes politiques. Et je pense qu'il est temps que l'homme politique sénégalais puisse respecter ses engagements qu'il prend par rapport au peuple sénégalais. Extrêmement important. Si aujourd'hui, l'homme politique ou bien la politique ou bien les politiciens, comme on les appelle, n'ont pas la cote au niveau de la population, c'est parce que la plupart du temps, on fait des engagements. On prend des engagements et on ne les respecte pas. Le président Macky Sall a entamé ou bien fini sa 4e année de magistère. Si véritablement quelqu'un veut travailler pour son peuple, il ne devrait pas attendre 4 ans. 4 ans de tension, 4 ans de mutisme du pouvoir pour aujourd'hui dire nous allons organiser des assises à gauche, nous allons organiser des assises à droite, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Le président de la République, Macky Sall, a pris des engagements. Il a été élu sur la base de ces engagements. Dans un pays démocratique, il y aura toujours quelqu'un qui dirige un pouvoir, il y aura toujours quelqu'un qui s'oppose, qui s'appelle opposition. Et ce que nous lui demandons, c'est véritablement de respecter ses engagements. Et parmi ces engagements, dans une démocratie normale, le dialogue doit être un non-événement. C'est quelque chose qui doit être, constant pour véritablement huiler les relations entre l'opposition. Donc moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on nous tympanise avec dialogue, après 4 ans de magistère du président de la République. Juste un mot, entendre mon vis-à-vis parler, on dirait que pendant les 4 ans, rien n'a été fait. Mais je pense qu'objectivement, les populations qui nous regardent savent parfaitement, pendant ces 4 ans, du travail a été fait. Alors, nous allons évaluer. Si c'est dans cette juste terminer sur la justice. Oui, sur la justice. Et donc dire, oui. non, je veux dire du travail a été fait. Il dit que le président a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Pour la CNRI, je dis encore une fois, moi je suis membre des assises nationales. Le président de la République a signé la charte des assises. Mais le président de la République, en confiant une mission à la CNRI, avait clairement et par écrit dit proposez-moi, je ferai mon choix. Mais je pense que de ce point de vue, quand même, si on lui propose un ensemble, parce qu'il avait proposé, il avait choisi, demandé. Ça a été on lui avait voté, juste, je veux dire, il avait juste demandé des réformes. La CNRI, pour laquelle j'ai
un énorme respect, a proposé carrément une constitution. D'accord, je vous prends au mot. Est-ce que dans ce cadre-là, il ne fallait pas prendre en compte dans ces réformes-là véritablement la justice sur l'aspect présidence du Conseil supérieur de la magistrature? C'était une urgence également. Non, mais enfin, c'est une urgence. De la même manière qu'on a augmenté des sages au niveau du Conseil constitutionnel, je pense qu'on aurait dit également introduire cela, ce point-là dans le référendum. Les raisons pour lesquelles le président de la République n'a pas choisi cet aspect, je ne les connais pas. D'accord. Mais il ne l'a pas fait, c'est ce qui est constant. Non, ce qui est constant, c'est que le président de la République reste encore le président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour autant, un choix a été fait. Je rappelle que sur les 15 points adoptés par le référendum, les 13 viennent des assises nationales. Et donc, de ce point de vue, quand même, les raisons, encore une fois, pour lesquelles le président n'a pas fait telle réforme ou telle, au détriment d'un tel autre, ça, je ne pourrais pas le dire. Mais toujours est-il que des progrès importants ont été faits, des assises sont appelées, au fur et à mesure, des choses seront adoptées. Et je pense que le pays va progresser. Cheikh Ndiaye, quelques secondes, et puis on passe à autre chose. Je veux seulement faire une précision pour dire devant les Sénégalais que s'il y a un président de la République, de Senghor à Maître Wade, qui ait respecté les engagements, n'est-ce pas, pris au nom du peuple sénégalais, quand les Sénégalais nous suivent et nous écoutent, c'est bien le président de la République, Macky Sall. Et ce n'est pas de 20 mots, je fonde mon argumentaire sur la base de preuves tangibles que nous allons démontrer au fur et à mesure que nous avancerons dans le débat. Nous venons de quitter les engagements politiques qui sont nés du référendum. Nous avons adopté, on n'a pas attendu 2012 pour diagnostiquer ce pays, passer au crible fin ce pays, dans ses atouts comme dans ses handicaps. Et de travailler. Je vous vois venir vers Léon Yokouté, c'est vous voulez dire comment dirais-je, des assises, des réformes. D'accord. Alors, nous allons juste rappeler avec, évidemment, l'aide de notre digital manager que c'est ce qui veulent participer à cette émission à partir des réseaux sociaux. Ils peuvent juste nous communiquer à partir de facebook.com, dossier à l'écran tout collé, facebook.com, dossier à l'écran tout collé. C'est à partir de là donc qu'ils pourront participer à cette émission dossier à l'écran. Donc je répète l'adresse qui sera en bas de l'écran d'un moment à l'autre, facebook.com/dossier à l'écran tout collé. C'est avec l'aide de notre digital manager du côté de la réalisation. Alors nous allons poursuivre toujours parce que nous avons parlé de politique carrément, la gestion du fichier électoral, l'organisation proprement dite des élections. Nous avons parlé du fonctionnement de la justice au Sénégal, pas totalement évidemment, mais par rapport à une doléance posée par l'Union des magistrats du Sénégal, mais également une frange de l'opposition par rapport à l'indépendance de la justice, le fait que le chef de l'État continue de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Et nous allons également parler des questions de développement véritablement, parce que je vous ai dit que cette émission se tient à la veille du Conseil des ministres décentralisés, qui est à peu près le dernier tour. C'est la dernière étape, parce que ces conseils, en tout cas, ont sillonné l'ensemble des régions du Sénégal. Nous sommes à Dakar, la région de Dakar. C'est autour de Rufisque, et après ce sera à Pikine, en banlieue dakaroise. Et dans le même sillage, le chef de l'État en Conseil des ministres était satisfait et il a manifesté publiquement devant ses ministres les performances du Sénégal en matière économique, aussitôt suivi par le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui a organisé un point économique en face des journalistes et beaucoup d'acteurs, notamment du secteur privé et beaucoup d'opérateurs au Sénégal. C'était ce matin. À la fin de cette rencontre, notre reporter a pu recueillir les impressions du ministre de l'économie et des finances. Avec l'aide de la réalisation, nous allons suivre les explications d'Amadou Ba avant les réactions sur ce plateau. Économique et sociale réalisée par le Sénégal depuis l'adoption et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui est la vision du président Macky Sall. Nous sommes revenus tout à l'heure à l'intérieur de la salle sur la situation économique. Le Sénégal émergent a été adopté en 2014, précisément au mois de février avec le groupe consultatif. Mais la mise en œuvre effective, c'est à partir de, disons, janvier 2015.
parce que les 2 premières lois de finances rectificatives ont été adoptées au mois de décembre 2014. Donc la mise en œuvre ne pouvait que s'opérer à partir de janvier 2015. Nous constatons, du point de vue des résultats macroéconomiques, des performances très appréciables, reconnues aujourd'hui par toute la communauté internationale. Et je pense que le dernier communiqué du Conseil des ministres montre toute la satisfaction du président de la République. Et quels sont les points vraiment qu'on peut se présenter pour parler de performance? Premièrement, c'est la croissance. Je pense qu'il y a des indicateurs clés pour mesurer les progrès d'un pays. Et aujourd'hui, la communauté internationale s'accorde sur le critère dit taux de croissance. Le Sénégal a atteint en 2015 un taux de croissance de 6,5%, tiré par l'agriculture, mais aussi par le secteur secondaire. Et je pense que cela est extrêmement important. Et sur l'agriculture, il y a 2 éléments clés. Il y a certainement la pluviométrie, mais il a plu un peu partout au Sahel. Mais il y a les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour avoir une productivité, une production beaucoup plus importante. Je pense que cela est extrêmement important. L'autre élément sur lequel on peut mesurer les performances économiques, c'est la réduction du déficit budgétaire. Le déficit budgétaire a été réduit de 2 points de PIB, 6,7 à 4,7 en 2015. C'est dire aujourd'hui, du point de vue de la restauration des marges budgétaires, des efforts importants ont été faits. Il y a la rationalisation des dépenses publiques. Une chose est de dépenser, une autre chose est de mieux dépenser. Et justement, ce sont ces dépenses publiques qui ont permis aujourd'hui au gouvernement, grâce aux efforts d'investissement importants, de pouvoir tirer la croissance vers le haut et d'arriver à une création importante d'emplois. L'autre élément sur lequel je ne m'appesantirai pas, c'est l'inflation est maîtrisée. Et enfin, les comptes courants du pays connaissent une amélioration notable. Je pense qu'autant d'éléments qui montrent aujourd'hui, reconnus par la communauté internationale, mais aussi par les agences de notation qui n'hésitent pas à dégrader les pays les plus puissants de ce monde, le Sénégal est considéré aujourd'hui comme l'une des économies les plus résilientes, mais les plus fortes et qui présente des perspectives de croissance les plus élevées en Afrique. Nous faisons partie. Les perspectives 2016 sont favorables, très bonnes d'ailleurs. Nous l'avons vu à travers les premiers résultats des 5 premiers mois, où la croissance moyenne est de 6,4%. Je pense que les services de la DPE vont revenir là-dessus. Là aussi, nous ne l'avons pas eu depuis plus de 10 ans. En général, sur les premiers trimestres, nous avions des croissances très faibles, qui tournaient autour de 3 et de 4%. Mais là, nous sommes sur une croissance hors secteur agricole de 6,4%, donc ce qui est très appréciable. Mais aussi les autres agrégats se comportent bien, que ce soit la politique de mobilisation des recettes ou aujourd'hui l'exécution des dépenses publiques, de sorte que nous pensons sur l'année d'atteindre, en tout cas, voire même de dépasser la croissance de 6,6%. Mais maintenant, il faut attendre les 3 trimestres avec l'hivernage et tout, et ne pas aussi avoir de choc extérieur. Mais dans tous les cas, nous rendons grâce. Le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, que vous venez de suivre sur les performances du Sénégal. Docteur Cheikh Seck, le Sénégal qui fait des performances peut-être jamais égalées en 10 ans. La maîtrise de l'inflation, les dépenses publiques rationalisées, c'est tout un ensemble qui pense que nous allons vers l'embellie en 2016, côté véritablement croissance, 6,6%. J'aurais bien voulu que la ménagère de Joal Fadiout, qui se lève chaque matin pour aller au marché, puisse avoir la même réflexion que vous, Cheikh Bamba. Nous avons suivi le ministre et je rappelle qu'il y a de cela quelques mois, le Sénégal a été classé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Ce qui a été contesté, bien sûr, par ceux qui parlent aujourd'hui de croissance. Et comme on le dit, nous ne mangeons pas la croissance. Ce qui est important dans un pays, c'est le comportement du citoyen lambda,
quelle est sa capacité financière, quelle est sa capacité de consommation. Et je pense que c'est la consommation qui définit véritablement le développement d'une économie. On se félicite qu'il y ait une croissance de 6,4%, ou bien de 6,6%, ou quel que soit le chiffre. Est-ce une croissance partagée? Est-ce une croissance qui lutte contre la pauvreté? La majeure partie de cette croissance est portée par le secteur tertiaire, les services. C'est les services téléphoniques, etc., qui font des bénéfices, comme vous le savez, extraordinaires. Donc la croissance aujourd'hui est portée par ce secteur. Ce qui manque, et je sais qu'il l'a fait sciemment dans cette analyse, où il parle d'une bonne pluviométrie, production agricole, etc., c'est le prix du pétrole. Déficit budgétaire, il a parlé de déficit budgétaire de 2 points, mais vous savez, le prix du pétrole tournait autour de 130 à 140 $, le baril. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ce 15 juillet, le prix est à 45,80 $. Regardez-moi cette marge. Et à un certain moment, le prix du baril du pétrole a même frôlé 29 $, 30 $. De 120, 140 $, nous sommes arrivés à aujourd'hui 40 à 45 $. Mais bien sûr, notre consommation en elle, et vous savez très bien que c'est l'élément essentiel du développement économique. Donc je pense qu'en faisant une analyse des performances économiques du Sénégal, il faut avoir l'honnêteté de dire que les facteurs extérieurs sont extrêmement favorables, y compris le dollar, l'échange, sont extrêmement favorables depuis presque 2 ans ou 3 ans, et que ça a permis d'avoir, de réduire des déficits budgétaires, d'avoir même les lois de finances rectificatives qui ont amené encore de l'argent au niveau de ce pays pour pouvoir les investir dans d'autres domaines. Donc véritablement, il ne faut pas penser que, parce qu'aujourd'hui nous avons un taux de croissance de 6,4, 6,6, 6,5%, les problèmes du Sénégalais, encore une fois, qui est au début et à la fin du développement, comme nous, les libéraux, nous le disons, nous travaillons pour l'homme. Le Sénégalais lambda, l'agriculteur, le pêcheur, l'étudiant ou bien l'enseignant qui est aujourd'hui en grève. Et encore, quel est le coût social de tout ce que le ministre vient de développer? Donc nous sommes en grève, les enseignants sont en grève, la santé est en grève, les étudiants sont en grève, parce qu'il y a un coût social et c'est un choix de développement par rapport à nous qui pensons, quand je dis nous, c'est nous libéraux, qui pensons qu'il faut mettre les bases véritablement d'un développement économique durable. Les routes, les ponts, etc., etc. Pour faire un peu d'ironie, c'est sûr que nombre de Sénégalais se demandent où est-ce que ce ministre est parti chercher ces fameux chiffres de croissance. Parce que tellement les Sénégalais sont confrontés, sont pris par la dureté de la vie. Ensuite, le Sénégal fait partie des pays tellement pauvres que quand on nous annonce des taux de croissance de 6%, de 5%, de 4%, on croit que tout de suite que c'est le boom économique, tout de suite c'est le développement. Et pourtant, il y a des pays qui se trouvent tout juste à côté de nous, comme le Cap-Vert. Le Cap-Vert fait, par exemple, des croissances à 2 chiffres. Et pourtant, pourquoi le Sénégal possède certaines ressources et pourquoi le Sénégal ne ferait pas ce genre de croissance? Ensuite, pour connaître si vraiment on a ce taux de croissance, que l'on interroge, comme il vient de le souligner M. Seck, le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, s'il avait une bouche, allait dire autre chose, que les Sénégalais ont faim, que les Sénégalais ont du mal à se soigner, que les Sénégalais ont du mal à payer les frais d'études de leurs enfants. Ensuite, si vraiment il y a ce taux de croissance, ça devait se répercuter au niveau de notre vie. On devait avoir un niveau de vie plus élevé. Mais tel n'est pas le cas. La santé est en crise, l'enseignement est en crise, les Sénégalais ont du mal à se soigner. Donc moi, quand on me parle de croissance économique, vraiment j'ai des doutes. Donc je mets quelques réserves. Mais s'il y a vraiment cette croissance, tant mieux pour nous. D'accord, oui, cher, allez-y. Non, cher, allez-y. 100 000 emplois par an, le ministère a parlé d'emplois, mais sans avancer de chiffres. Donc 500 000 emplois sur les 5 ans, donc 100 000 emplois par an. Cher Diaye.
Moi, je voudrais dire que s'il y a un secteur, j'allais dire une question, parce que ce n'est pas un secteur, l'économie, pour lequel nous sommes mais totalement et entièrement à l'aise, c'est sur le domaine des résultats économiques. D'où venons-nous? L'alternance a été réalisée en 2011, la seconde, qui a porté au pouvoir, n'est-ce pas, le président Macky Sall. En 2011, nous avions un taux de croissance de 1,8 inférieur au taux de croissance démographique du Sénégal qui est de 2,2%. L'inflation en 2011 tournait autour de 3,4%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait une augmentation, mais vertigineuse, des denrées de première nécessité. Il y avait également un niveau du déficit public, le ministre l'a appelé tout à l'heure, de 6,7 et une dette de près de 3 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes à un niveau d'inflation de 1,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2012, depuis que le président de la République est à la tête de ce pays, mais les prix n'augmentent pas. S'ils ne se maintiennent pas, nous avons une tendance baissière. Et c'est cela que les ménagers ressentent en payant le litre d'huile moins cher, en payant le kilo de sucre moins cher, en payant le lait moins cher, en payant le riz moins cher et en payant, n'est-ce pas, le savon moins cher. Ça, c'est des indicateurs irréfutables. Nous avons aujourd'hui un niveau de maîtrise de notre déficit public de 3,4. C'est extrêmement important. Cela renseigne de la gestion du cadre macroéconomique, n'est-ce pas, et des équilibres budgétaires indispensables à l'émergence du Sénégal. Mais cette croissance, oui. Permettez-moi, non, il faut continuer parce que les choses sont extrêmement importantes. Nous sommes aussi tenus par le temps. Mais absolument, c'est-à-dire ces performances-là, oui. Je veux dire, ces performances-là ne sont pas fortuites, n'est-ce pas? Oui. Le plan Sénégal émergent, oui. Avec le premier pilier qui concerne la structuration de notre économie vers l'émergence, met l'accent sur l'agriculture. Aujourd'hui, la motorisation de notre système agricole est en branle. Aujourd'hui, vous avez, dans le cadre des industries extractives, aujourd'hui avec l'exploitation du zircon, qui a un effet sur la croissance du Sénégal. Vous avez la reprise des industries chimiques telles que les ICS, qui étaient en lambeaux quand nous arrivions au pouvoir. Vous avez également les cimenteries, le secteur de la cimenterie, avec l'avènement de la 3e cimenterie. Vous avez dans le domaine agricole aujourd'hui, bradé à 5 milliards, une reprise de la Sonacos de la Sunoor, n'est-ce pas? Oui. Vous avez le secteur de la restauration du tourisme et le président, en dernier conseil des ministres, a demandé d'ailleurs à ce que les infrastructures touristiques et hôtelières soient accessibles aux Sénégalais. Oui. Dans le domaine, dans tous les domaines de la il y a beaucoup de domaines, mais malheureusement, on a réalisé beaucoup de performances que nous avons effectivement surtout, malheureusement, il faut être très bref. Je voudrais dire que quand le président a félicité le gouvernement lors du dernier conseil des ministres, mais vous savez, c'est sur la base de quoi? Mais tous les rapports, depuis 2015, depuis 2013, confirment cette progression, j'allais dire. Même les industries. D'accord. Oui, Yoroba, vous terminez avec vous avez le standard NPOS, oui. Vous avez le Legatum Institute, parce que vous avez également le nouveau forum économique qui a classé le Sénégal 3e. Oui, le ministre l'a dit quand même, toutes les institutions qui ont décerné quand même des satisfactions au Sénégal. Oui, Yoro. Je ne serai pas là, oui, parce que mon ami cher a donné suffisamment d'exemples pour montrer quand même que de ce point de vue, des progrès importants ont été faits. Cela dit, je veux quand même dire à mon vis-à-vis que c'est vrai, on est d'accord, on ne mange pas la croissance. Mais la croissance permet de manger. D'accord, c'est clair. Je crois que c'est clair. La croissance permet de manger. Et je termine juste sur une chose. Madame dit qu'on ne sent pas la croissance. Je vais donner l'exemple de la Chine. La Chine a eu des croissances à 2 chiffres. Il a fallu 30 ans pour que
la Chine devienne ce qu'elle est devenue. Merci. Donc, de ce point Merci de vue, Yoroba. Il y avait une croissance, Merci Yoroba, merci Yoroba, merci Yoroba. C'est dommage que nous n'avons même pas pu épuiser toutes les questions. C'est vrai qu'elles étaient nombreuses. Bon, c'est vrai que l'intérêt, c'est par rapport aux argumentaires développés pendant ce plateau-là. Nous vous en remercions véritablement. Nous recevions sur ce plateau, pour rappel, hein, avec des excuses du côté de la réalisation et ceux-là qui suivent nos programmes à la lettre, il faut le dire. Nous recevions sur ce plateau Cheikh Ndiaye. Il est venu au nom de l'APR. Yoroba, il est le président de l'Alliance Djefdjel, de la coalition au pouvoir. Nous étions avec Madame Rokhaya Gueye Diop du FSDBJ, c'est l'opposition. À côté, nous étions également avec Dr Cheikh Seck, qui est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Nous vous remercions d'avoir effectué ce déplacement pour échanger avec nous. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce plateau. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de RDV. Merci et au revoir et à la prochaine fois. Merci.